bienvenue auprès de 90 téléspectateurs et téléspectatrices de ce soir à la 3e édition des ciné-conférences de l'automne, présentée par le Réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal. Je suis Lindsay Dora-Germain, conseillère aux relations avec les diplômés, et ce soir, j'aurai le plaisir d'animer cette activité aux côtés de mon collègue, Jérémy Desportes, qui animera la période de questions. L'aide médicale à mourir, c'est un sujet d'actualité qui reste flou pour plusieurs. Pas plus tard que lundi matin, j'écoutais avec beaucoup d'attention et d'émotion l'éditorial intitulé « Ce 2 mai, j'aurais aimé pouvoir douter » de l'animateur de radio Jean-Philippe Plot. Il racontait l'histoire de son ami Charles Plourde qui, en 2019, alors âgé de 35 ans, a appris qu'il était atteint d'une des plus agressives tumeurs du cerveau et il a décidé d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Il est parti le 2 mai 2019, justement. Mais justement, qu'est-ce que c'est l'aide médicale à mourir? Sans plus tarder, je suis heureuse de vous présenter nos invités de ce soir. Je vais commencer avec Maryse Carignan. Elle est conseillère clinique des secteurs cancérologie, soins palliatifs et soins de fin de vie et secteur ambulatoire à la direction des soins infirmiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval depuis 2004. En collaboration avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mme Carignan offre le cours de formation continue Aide médicale à mourir et sédation palliative continue, le rôle de l'infirmière. Elle est aussi présidente de l'Association québécoise des infirmières en oncologie, membre du Comité national de l'évolution de la pratique des soins infirmiers en cancérologie, ainsi que du groupe interdisciplinaire de soutien du CIS de Laval. En 2015, elle a été nommée représentante infirmière à la Commission des soins de fin de vie. Bonsoir et merci de prendre part à la discussion de ce soir. Le docteur Mathieu Moreau est médecin de famille et travaillait jusqu'à récemment à l'urgence et aux soins intensifs. Il fait actuellement partie de l'équipe de soins palliatifs du CIUS du nord de l'île de Montréal. Il est également candidat à la maîtrise en éthique clinique, s'intéressant à la souffrance des patients atteints de troubles neurocognitifs. Ses autres projets de recherche touchent notamment aux directives médicales anticipées et à l'acharnement thérapeutique. En tant que membre du barreau de l'éthique clinique de la Faculté de médecine de l'UDM, il participe notamment à l'enseignement des aspects liés à la fin de vie et à la communication aux étudiants et aux résidents en médecine. Il a remporté en 2021 le prix de l'innovation du département de médecine familiale et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'UDM. Le docteur Mathieu Moreau est impliqué dans l'aide médicale à mourir depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2015. En plus de faire partie d'un groupe interdisciplinaire de soutien et d'être médecin évaluateur et administrateur de l'aide médicale à mourir dans un CIS et un CIUS, il a participé à la création d'une formation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec portant sur le sujet. Donc, Dr Moreau, bienvenue et merci également d'être parmi nous ce soir. Finalement, Maître Delphine Roig est diplômée en droit de l'Université de Sherbrooke et membre du barreau du Québec depuis 1997. Elle possède une majeure en sciences de la communication, ici, à l'Université de Montréal, un DESS en bioéthique, ainsi qu'un doctorat des sciences humaines appliquées, option bioéthique. Depuis plus de 20 ans, elle travaille exclusivement en éthique clinique et de la recherche. Elle est formatrice auprès de nombreuses organisations du réseau de la santé et des services sociaux de diverses régions du Québec. Elle a à cœur le réseautage et le développement de compétences en ce qui a trait à la réflexion éthique. Membre du conseil d'administration d'Occurrence, Espoir d'art et d'essai contemporains depuis 2015, elle est aussi fleuriste. Merci. Je dois commencer juste par une petite correction. Je n'ai pas mon doctorat, j'ai la scolarité de doctorat. Il y en a qui seraient trop contents de dire que je prétends l'avoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Contente aussi d'être là avec Maryse et Mathieu, avec qui je travaille depuis plusieurs années. La mise en contexte que je voulais vous faire, en fait, c'est peut-être quelque chose de plus personnel. En ce sens que
faut comprendre d'où on vient pour savoir où on va. C'est souvent ça qu'on se dit. Et pour les personnes d'une génération plus jeune, les 20 ans et plus, ou même peut-être les personnes plus âgées, mais qui n'ont pas suivi le débat qui a mené à l'adoption de la loi. Là, je dis débat, mais dans le fond, les belles discussions qui ont mené à l'adoption de la loi en 2015. Je me suis dit, je vais peut-être vous amener un peu dans ce chemin-là que moi, j'ai dû parcourir. Et donc, moi, je suis en éthique et en droit là, depuis 1998 à peu près. Et la fonction même de la bioéthique était de parler de ces notions de différence entre euthanasie, aide médicale à mourir, suicide assisté, acharnement thérapeutique et tout ça. Et donc, ces discussions-là au Québec, puis là, je vais parler plus du Québec et au Canada, évidemment, là, mais au Québec, on les avait depuis longtemps. Et donc, quand le début des discussions sont arrivées sur le fait de commencer à parler d'aide médicale à mourir au Québec, puis de voir comment on le mettrait en œuvre, il fallait déjà aborder toutes ces questions-là et tout démêler les concepts. Mais pour ceux qui, comme Mathieu et Maryse, étaient sur le terrain, il y a une partie qui était déjà connue. Hein? On sait quand est-ce qu'on a l'impression que c'est de l'acharnement thérapeutique. On sait, on a une idée assez claire de la fin de vie. Puis la difficulté à ce moment-là, c'est aussi entre ce qu'on sait et comment on va le mettre en œuvre, comment on l'annonce au patient dans son parcours de soins, qui peut être donc une maladie terminale, par exemple, quand on parle des termes. Une maladie terminale, c'est une maladie qui ne peut plus être guérie. Mais on peut être atteint d'une maladie terminale pendant très, très longtemps. Et donc, tout ça, on le portait en nous, puis ça nous a amené à discuter, évidemment, en bioéthique, les gens en bioéthique, en éthique clinique et tout ça, les philosophes, tout le monde. Il y a eu des grandes discussions au niveau de la médecine, du droit, de la philosophie et de l'éthique pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait, comment on veut le faire. Et c'est ça le propre de l'éthique. Au-delà de rendre quelque chose légal, parce que c'était ça l'idée, c'était vraiment comment on va le faire. Et au Québec, on a dû faire la discussion encore plus parce que justement, on avait le code criminel à l'époque qui nous disait, bien, l'euthanasie, c'est criminel. Et donc, il fallait trouver une façon. Et là, je ne dis pas de façon pernicieuse. L'idée n'était pas de contourner la loi en ce sens de vouloir vraiment. L'intention n'était pas de contourner la loi. L'intention était de dire comment en faire un soin, l'aide médicale à mourir, donc en faire un soin qui fait partie des soins qu'on veut offrir à certaines personnes dans un contexte très particulier. Et ça, en soi, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau ce qu'on a eu comme discussion au Québec. Et donc, moi, j'ai fait partie des gens qui ont présenté un mémoire en 2013 en commission parlementaire. Et l'essentiel de mon intervention, et à l'époque, on était avec l'Association québécoise en éthique clinique, qui n'existe plus maintenant, mais on a fait un rapport ensemble, si on veut. Pour moi, c'était toujours d'avoir en tête que l'aide médicale à mourir ne doit jamais être le soin faute de mieux. Et je dois vous dire que 6 ans plus tard, 7 ans plus tard presque, c'est encore la même perception que j'ai et la même intention et la même volonté. Et c'est ce que je sens dans la majorité des praticiens, mais entre ce qui se fait sur terrain puis ce qu'on voit dans les journaux, des fois, je trouve qu'il y a un écart. Et là, c'est comme si le débat entre ce qui est dit à la télévision ou dans les journaux comme un peu une glorification de l'aide médicale à mourir, alors que dans le fond, tout ce que les gens font, c'est s'assurer que la personne a aussi tous les soins. Et donc, comment on peut faire pour bien faire? C'est ça la question en éthique. Et bien faire, c'est d'abord s'assurer que les gens qui ont des maladies graves et débilitantes puissent avoir accès à des soins appropriés. C'est aussi s'assurer que les gens ont des soulagements adéquats de leur douleur. Et là, le Québec est une des provinces qui était championne au niveau du développement des soins palliatifs au Canada. Il faut continuer à travailler très, très fort parce que les mythes entourant les soins palliatifs au Québec, ils sont résistants et ils sont portés à la fois par les familles, par les personnes atteintes de maladies graves, par les médecins, les soignants aussi. Et donc, comment on peut faire pour bien faire là aussi, c'est de faire justement en sorte que
cette option d'aide médicale à mourir ne soit pas l'option parce qu'on n'a pas eu, par exemple, accès à des bons soins palliatifs. Donc, il y a une question de géographie, il y a une question d'organisation des services, il y a une question de changement des mentalités. Hein? Ce n'est pas parce que c'est plus curatif qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, le film qu'on va voir ce soir, le film nous amène à la journée ou aux quelques jours avant que ça se passe. Ce qui est très intéressant, on a le droit à un huis clos d'une famille qui vit ça très intensément. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là? On comprend que c'est illégal, on comprend, on va voir le film, mais j'espère, ou en fait, je vois avec les questions que vous nous avez demandé d'aborder, on va aller voir entre nous ce soir, je pense aussi, les dessous avec l'expérience aussi québécoise et canadienne pour nous permettre de bien comprendre pourquoi quelqu'un arrive à cette décision-là et comment on doit et on peut, comme société aussi, accompagner ces gens-là, oui, accompagner les familles qui ont à passer au travers, puis voir un petit peu comment on agit par rapport à tout ça. Donc, on est de retour pour la table ronde. Je vais vous poser des questions à tour de rôle. Je vais commencer avec vous, Maître Rouag. Oui. Donc, j'aimerais parler peut-être de l'aspect juridique de l'aide médicale à mourir. Dans le film, les protagonistes agissent dans l'illégalité. Donc, c'est illégal de faire ça dans l'État où est-ce qu'ils se situent. Ils ne permettent pas ce type de soins. Il est même souvent soulevé que le mari doit quitter le domicile après avoir administré le cocktail, on peut dire, pour justement que ce soit crédible, que ce soit la personne qui s'est enlevée la vie par elle-même. Mm-hmm. Donc, Maître Rouag, pouvez-vous nous éclairer sur ce que la loi dit ici, au Canada, et même plus spécifiquement au Québec, et qu'est-ce que ça change pour nous, pour les personnes touchées? Merci. Bien, en fait, la première chose à comprendre, peut-être déjà de clarifier le geste. Le geste que la dame a posé, dans le fond, c'est un suicide assisté. Ce n'est pas clairement comme une AMM, comme ce qui est prévu au Québec. Donc, un suicide assisté, c'est vraiment la personne qui se donne la mort elle-même avec l'aide d'une bonne dose de quelque chose. Des fois, dans certains États américains ou ailleurs, on va aider à donner la seringue et tout. On va peut-être que ça nous fait rappeler un peu le cas de Sue Rodriguez, qui était le premier cas d'aide au suicide, où, dans le fond, Mme Rodriguez, ce qu'elle disait, c'est que éventuellement, moi, je ne pourrais plus bouger mes bras, donc je vais avoir besoin de quelqu'un pour me donner l'injection que je voudrais avoir. Donc ça, c'est vraiment clairement une aide au suicide. Donc, d'un point de vue juridique, au Québec, l'aide au suicide n'est pas permise. Au Canada, elle est permise. Au Canada, on a deux régimes. Et ce qu'il faut comprendre aussi qui est différent, c'est que nous, on a fait une réflexion au Québec à partir de faire un soin pendant que l'acte était encore criminel au Canada. Et donc, il fallait trouver une façon que ça devienne un soin qui soit acceptable pour justement qu'il soit encadré par la législation québécoise, la priorité à la santé qui est de compétence provinciale. Donc, Québec et Canada, il y a quand même encore des différences, bien que maintenant, avec la décriminalisation au fédéral, il y a eu la loi qui a été adoptée là aussi pour venir encadrer, qui est assez similaire à ce qu'on fait au Québec. Maintenant, si on peut-être parler des critères rapidement, au Québec, il faut évidemment, il faut que tous ces critères soient là. Donc, il faut être assuré au sens de la loi sur l'assurance maladie parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait finalement du tourisme de l'AMM au Québec. Être majeur, être apte à consentir aux soins lorsqu'on fait la demande, être atteint d'une maladie grave et incurable. Là, je les lis parce qu'il y a quand même des mots qui sont importants. Avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne elle-même juge intolérables. Donc, il faut que ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 critères soient là. Donc, le critère qui a été enlevé récemment avec l'arrêt Truchon, dont la majorité des gens ont dû entendre parler, c'est la question de la fin de vie. Parce qu'il y avait eu une discussion dans les 2 dernières années qui disait, bien, il y a des gens qui ont tous ces critères-là.
mais dont on n'a pas un pronostic clair par rapport à la fin de vie. Puis on disait que dans le fond, ces personnes-là, bien, c'était inconstitutionnel, ça leur causait trop de préjudice. Puis effectivement, la Cour leur a donné raison. Et c'est ce qui a fait aussi changer la loi fédérale là-dessus. La loi fédérale est un peu plus large aussi en ce sens que on va parler de handicap qui sont finalement une condition clinique qui est possible pour obtenir soit l'aide médicale à mourir, soit l'aide au suicide, ce qui n'est pas le cas ici. L'autre différence qu'on peut avoir aussi peut-être, c'est par rapport à qui l'administre. Au Québec, ce sont que les médecins qui peuvent l'administrer, alors que dans le reste du Canada, on parle des infirmières praticiennes spécialisées qui peuvent aussi le donner. Est-ce que je fais le tour pas mal des critères juridiques? Je pense que c'est pas mal ça. Oui. Super, merci beaucoup. J'ai une deuxième question pour Dr Moreau. Donc, le film fait souvent référence au fait que le mari de la protagoniste est un médecin. La famille s'en tient à son expertise pour évaluer justement l'état mental, l'état physique aussi de sa femme. Donc, comment est-ce que ça se déroule habituellement, ce type de discussion ou bien ce type de processus avec la personne et sa famille? On a vu que dans le film, en fait, c'est un bon exemple de ce qui se passe quand on a un médecin dans la famille. Quand on a des questions médicales, on s'y réfère souvent comme une autorité morale. Bien, en fait, dans l'aide médicale à mourir, comme Delphine l'a souligné, c'est aussi le médecin qui fait office d'autorité morale pour évaluer les différents critères. Bon, vous avez compris qu'évaluer si quelqu'un est éligible à la RAMQ, c'est pas trop compliqué. S'il y a 18 ans ou plus, c'est un critère assez simple à évaluer. Mais les autres critères sont plus complexes à évaluer. Donc, on a décidé au Québec que ce sera un médecin qui évaluerait ces critères-là. On a évoqué comment ça se passe avec la famille, mais en fait, avant de parler plus de la famille, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec le patient. Puis, vous avez compris que c'est un soin particulier, l'aide médicale à mourir, parce qu'il est extrêmement réglementé. On a des formulaires spéciaux, on a une marche à suivre, on a 2 médecins qui doivent évaluer les critères pour s'assurer que le patient qui va recevoir l'aide médicale à mourir remplit tous les critères. C'est un des rares soins où on nécessite d'avoir 2 médecins. Puis, un des 2 médecins doit s'engager à être celui qui va administrer l'aide médicale à mourir. Et donc, cet engagement-là, c'est un engagement avec un patient et tout. Donc, on doit voir le soin non seulement comme le geste de donner des médicaments par intraveineuse qui vont provoquer la mort, mais aussi tout l'accompagnement qu'on fait. Il faut se souvenir que le but de l'aide médicale à mourir, ce n'est pas de provoquer la mort. Le but de l'aide médicale à mourir, c'est de soulager un patient de ses souffrances intolérables. Et la manière de le faire, c'est de provoquer la mort. Et donc, l'idée derrière ça, c'est le soulagement. Et donc, qui dit soulagement, surtout dans un contexte de soins palliatifs, on parle vraiment d'un accompagnement. En soins palliatifs, on va souvent dire qu'on accompagne le patient et sa famille. Puis quand on utilise le mot famille, on utilise le mot famille au sens très large, là, où ça peut être n'importe quel proche significatif. Marie, tu vas parler un peu de la famille tantôt, un peu plus de l'accompagnement qu'on fait, mais quand on regarde le patient et sa famille, on voit qu'il y a toujours une dynamique. Puis, un des moments qui était très bon du film, vous avez vu quand il se retrouve dans la cuisine, puis là, la fille et l'ami du mari parle un peu en disant, mais elle peut être folle de faire cette décision-là. Ce n'est pas des décisions réfléchies, de vouloir se donner la mort. Et le mari décrit qu'au contraire, les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, c'est souvent des gens très lucides, décidés. Puis il décrit un peu le type de personnalité qu'on retrouve. Puis, bien que ce soit un film d'Hollywood, on doit avouer que le type de personnalité se retrouve beaucoup en clinique. Puis une des caractéristiques souvent assez fortes, c'est le besoin de contrôle. Quand on a une maladie grave et incurable, il y a plein de choses qu'on ne contrôle plus. Puis certaines personnes, pour retrouver un peu leur vie qui ne leur appartient plus, décident de reprendre le contrôle sur leur mort via l'aide médicale à mourir. Puis donc, le processus qui s'échelonne sur des fois quelques heures, quelques jours, quelques semaines d'évaluation et d'accompagnement, bien, ça leur permet d'avoir ce contrôle-là. Un certain contrôle, parce que naturellement, la décision finale, comme c'est un soin, il faut que le soin soit approprié, puis ça revient aussi au médecin de se dire si les critères sont respectés ou non. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit? Ça va? C'était complet.
Merci. Donc, une troisième question, cette fois-ci pour Mme Carignan. Oui. Donc, tout au long du film, on remarque que ce ne sont pas tous les membres de la famille qui s'entendent sur le plan de la fin de vie de la maman. Ils répètent, par contre, que c'est une décision qu'ils ont prise ensemble, en famille. Chaque fois qu'ils veulent atteindre un consensus, ils disent « on a pris cette décision en famille ». Donc, à quel type de soutien, justement, est-ce qu'on doit les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir, mais aussi leur famille tout au long du processus? Okay. Ben, il faut comprendre, en tout cas dans ma vision à moi, une personne qui demande l'aide médicale à mourir, là, on sait que le critère de fin de vie a été enlevé, mais il en demeure que la personne a une maladie grave et incurable. Alors, ces années, ces jours, ces mois sont comptés quand même. Alors, elle est quand même en fin de vie et elle est certainement en soins palliatifs et on doit avoir une approche palliative avec une philosophie d'approche palliative avec eux. Alors, tout ça pour dire qu'une approche de soins palliatifs, ben, c'est interdisciplinaire. Oui, l'aide médicale à mourir, la décision revient au médecin, l'évaluation revient au médecin, mais le médecin a besoin de l'équipe interdisciplinaire pour prendre sa décision. Et ça veut dire que la personne qui demande l'aide médicale à mourir et la famille peuvent bénéficier du soutien d'une infirmière, du soutien d'une travailleuse sociale, du soutien d'un pharmacien. Ce n'est pas tous les établissements qui ont toutes les mêmes ressources partout. Ça fait que c'est difficile d'harmoniser, mais à beaucoup d'endroits, il y a des intervenants spirituels. Alors, tous ces intervenants-là peuvent aider, soutenir la personne et aussi les membres de la famille. On l'a vu dans le film, à certains endroits, des conflits familiaux, des questionnements. Et c'est là que joue le rôle aussi beaucoup des intervenants, du travailleur social, surtout dans les conflits familiaux, de l'intervenant spirituel aussi, pour donner un sens à tout cet épisode-là. Mais les conflits familiaux, comme on a vu entre les deux sœurs, c'est pas à cause de l'aide médicale à mourir. Dans des situations de fin de vie, dans des situations de soins palliatifs, c'est des situations très émotives qui font en sorte que toutes les émotions, beaucoup d'émotions sont vécues et il y a énormément s'il y a des conflits existants, ben, ils ne se régleront pas parce que la personne est en fin de vie ou qu'il y a de l'aide médicale à mourir. Alors, les intervenants, comme les travailleurs sociaux, les infirmières, les intervenants spirituels sont très importants et vont venir soutenir la famille. Ce qui m'a aussi frappée, moi, à un moment donné, dans ce film-là, c'est quand la plus jeune des sœurs dit elle est prête, mais pas moi. Elle voudrait avoir du temps en plus avec sa sœur. Fait que ça, c'est des choses avec sa mère. Et ça, c'est des choses qu'on entend aussi, puis qu'on se doit, comme professionnel de la santé, d'aider et de soutenir les gens. Puis l'autre chose que je ne veux pas oublier de dire, c'est le petit-fils. La scène où le petit-fils parle avec son grand-père, parce qu'on a souvent des questions par rapport aux enfants. Est-ce qu'on devrait parler aux enfants? Est-ce qu'on devrait parler aux enfants du cancer de maman? Est-ce qu'on devrait parler aux enfants que papa va mourir? Bien, je pense que comme professionnel de la santé, on a un rôle à jouer pour expliquer aux parents que la vérité est moins pire que ce que l'enfant peut imaginer et que selon la maturité de l'enfant ou du jeune adolescent, on peut leur parler, on peut leur expliquer dans des mots qu'ils vont comprendre, mais que c'est important de leur dire la vérité. Je pense aussi, si je peux me permettre d'ajouter par rapport à ce que Maryse dit, je pense aussi que c'est important de, puisque là, on a la tribune pour le faire, tu sais, on parle d'AMM, mais avant l'AMM, l'AMM fait partie d'une loi qui s'appelle la loi sur les soins de fin de vie, et le préambule de cette loi-là est essentiel. Toute personne a droit à une fin de vie digne. Toute personne a droit à des soins de fin de vie, des soins palliatifs de qualité. Et donc, ce qui précède, c'est exactement ce que Maryse dit. Dans le fond, l'AMM fait qu'on a une date, on a une échéance qui est connue avec quelqu'un qui veut ça. Et là, effectivement, on met en branle tout ça, mais tout ça existe déjà. Et c'est là que c'est particulier parce que là, ces conflits-là, effectivement, là, on les voit dans la situation du film et tout ça. Mais toute personne qui vit un épisode par rapport à sa santé, c'est des choses qu'on vit. Puis
on voudrait avoir le même soutien, puis la plupart du temps, on peut l'avoir, de nos soignants qui sont là pour nous supporter avec les familles et tout ça. Puis je veux rien enlever aux autres professionnels parce que je n'ai pas nommé tout le monde. Non, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail Ouais. d'équipe. Avec les professionnels que j'ai nommés, c'est les plus fréquents. Mais c'est sûr que toute l'équipe Oui. de professionnels de la santé qui gravitent autour du patient peut avoir un rôle à jouer dans le soutien à la personne puis à la famille. Parce qu'on ne regarde pas juste un aspect de la personne, on essaie de regarder la personne dans son ensemble. Tout à fait. Et puis, on a souvent des lunettes d'une manière, comme professionnel, on est formé d'une manière, puis on voit les choses de notre manière. Puis c'est pour ça qu'on a une expertise complémentaire. Puis l'aide médicale à mourir vient, disons, exacerber plein de choses. Parce que là, il y a quelque chose de très concret, c'est qu'on a un compteur réel. La plupart des fins de vie, c'est pas aussi clair l'échéance, la mort. Hein. Puis on voit que, donc là, on dispose de tant de temps, mais là, il faut soutenir. Puis ça crée aussi une certaine urgence, autant pour la famille que pour les équipes aussi à travers ça. Donc, des fois, on a plus de temps, des fois, on a peu de temps, puis c'est pour ça qu'il faut faire des interventions, des fois moins complètes qu'on voudrait, étant donné le temps qu'on a, mais notre préoccupation, c'est vraiment de soutenir tous ceux qui gravitent autour du mieux qu'on peut, soutenir le patient aussi dans sa décision. Ça ne veut pas dire qu'on va essayer d'aider le patient à maintenir sa décision. Au contraire, on veut s'assurer que la décision qu'il prend, qui est très grave, hein, d'avoir un soin qui va provoquer la mort, va être la décision qu'il va prendre. Merci. Vous avez effleuré ça un peu tout de suite, Maître Roig, lorsque vous avez pris la parole. Donc, il y a eu des changements dans les lois fédérales et provinciales très récemment. Donc, c'est un sujet délicat qui est lié à l'éthique. Qu'est-ce qui a déclenché cette démarche auprès des gouvernements? Bien, je pense que rapidement, puis je peux parler de l'expérience du Québec parce que je suis moins au fait, entre guillemets, des discussions. Puis la discussion au Canada, je pense aussi, il faut comprendre qu'elle est différente parce que l'idée déjà là-bas, c'était de décriminaliser. Donc, l'intention de rendre quelque chose qui était un crime qui n'est plus un crime, alors que nous, oui, on avait ça derrière la tête, mais au Québec, c'était vraiment comment en faire un soin qui est acceptable. Et tout le processus qui a mené à l'élaboration du projet de loi à l'époque et de la loi maintenant, c'est vraiment dans cette intention-là. Et puis, je dis toujours l'intention, c'est super important. Les gens disent, mais là, franchement, l'intention, bien, en droit, c'est la différence entre un meurtre au premier degré et un homicide involontaire. Fait que je trouve toujours que l'intention, c'est quand même quelque chose d'important. En tout cas, c'est ce qui nous met en mouvement. Le critère de fin de vie, et c'était quelque chose qui faisait déjà partie de ce que les gens sur le terrain, je pense les soignants, beaucoup le voyaient, où on avait c'est difficile de donner un pronostic clair, c'est presque impossible. Les gens n'étaient pas à l'aise. Les gens mélangent. Puis là, je dis les gens, là, les soignants en général, mais même la population ne faisait pas la distinction entre oui, mais pourquoi ils demandent un pronostic de 3 mois? Parce qu'on sait qu'en général, l'accès aux soins palliatifs, c'est quand on a des pronostics de moins de 3 mois, puis c'est pas parce que la personne ne mérite pas des soins palliatifs, c'est que des fois, on n'a pas assez de lits. Donc, les critères administratifs venaient un peu mêler tout ça, même parfois dans les cliniciens. Et c'est ce qui faisait en sorte qu'on avait des gens, on le savait, là, on avait des gens qui avaient tous les autres critères, qui étaient très, très... si on posait un peu, on parlait de ça à l'entracte, une des questions souvent qu'on va demander pour clarifier est-ce qu'on est en fin de vie, c'est est-ce que vous seriez surpris que la personne décède dans la prochaine année? Ça, en général, ça nous donne un assez bon indicateur, mais encore là, on a eu des discussions là-dessus tout à l'heure. Malgré tout, il y en a pour qui ça peut vouloir dire autre chose. Mais tout ça pour dire que pour ces personnes-là, ne pas pouvoir leur donner accès aux soins alors qu'on on les force finalement un peu comme Mme Truchon, Monsieur... Madame Gladu. Madame Gladu, Monsieur Truchon, merci. Des grèves de la faim, des gens qui font finalement essayer de se suicider ou avoir des morts pires, alors que tous les autres critères sont là. Je pense qu'on était plusieurs à se dire il faut pouvoir gérer cette exception-là. Donc, là, c'est allé en cours, ça s'est réglé de cette façon-là. Ça a fait changer la loi fédérale du même coup.
Je pense que l'autre chose aussi que ça a permis, c'est le délai de... L'autre gros changement récent, c'est au niveau du délai. Avant, on demandait un délai minimum de 10 jours. 10 jours. Maintenant, c'est clair que quand la personne, on pense qu'elle va mourir à brève échéance ou perdre sa capacité, ben, on peut le faire de façon plus rapide, mais en le justifiant. L'autre chose qu'on a fait de particulier au Québec aussi, dans cette même situation-là, c'est que quelqu'un, on ne prévoit pas pouvoir le faire en directive anticipée. Donc, on ne peut pas demander à l'avance, quand je serai dans tel état, faites-moi l'AMM. Ça, on ne peut pas. Mais par contre, quelqu'un qui serait déjà admissible maintenant, mais qu'on craint qu'elle perde sa capacité, ça aussi, c'est parce que ça a été réfléchi. On a eu des situations où la personne tombait inapte ou s'évanouissait ou tombait déjà un peu comateuse ou trop confuse. La journée où l'AMM était prévue, il y a plusieurs soignants, même les familles, tu as préparé tout le monde pendant des semaines, puis là, tout d'un coup, tu dis, bien, just too bad, on ne peut pas le faire. Donc, ça, c'est une exception aussi qui est prévue de manière très, très spécifique et encore un peu, comme disait Mathieu, c'est très, très bien encadré. C'est dans la relation thérapeutique entre le médecin et son patient. C'est comme une entente entre les deux de dire, tu sais, moi, en tout cas, je l'entends comme ça, c'est « laisse-moi pas tomber ». Laisse-moi pas tomber si mon corps me lâche avant un petit peu, si on veut. Donc, ça, c'est les plus récents changements. Ouais. Merci. Rien à rajouter? Donc, j'ai une autre question pour le docteur Moreau. Donc, c'est aussi un ajustement pour les médecins qui administrent l'AMM et les nouveaux médecins aussi qui arrivent et qui doivent composer un peu avec ces changements-là. Justement, comment sensibiliser et former les médecins du Québec aux enjeux portant sur l'aide médicale à mourir? Ça, c'est une question difficile parce que vous allez m'entendre parler de changement de culture. Parce que forcément, il ne faut pas sensibiliser les médecins et les soignants en général sur la question de l'aide médicale à mourir. Mais la conférence ce soir, c'est démystifier l'aide médicale à mourir, mais les soins de fin de vie. Et donc, il faut démystifier auprès des soignants, c'est quoi la fin de vie? C'est quoi des soins de fin de vie? Puis accepter dans notre société, c'est qu'on va tous mourir. Puis ça a l'air simple à dire, mais c'est beaucoup moins simple à le digérer puis à vraiment le croire, que tout le monde ici dans la pièce, que tout le monde à la maison va tous mourir. Tant qu'on n'a pas une maladie ou qu'on n'est pas confronté à notre propre finalité ou qu'on n'a pas un proche qui l'est, on le vit différemment. Et donc, les médecins on est formés pour sauver des vies, d'accepter que notre patient va mourir, c'est vécu difficilement. Puis, d'accepter que notre patient, comme médecin, on n'a pas été assez bon pour le soulager, puis à cause de ça, il demande l'aide médicale à mourir. Ça vient vraiment nous confronter dans notre professionnel, dans le professionnel que nous sommes. Hein? C'est pas pour ça qu'on a été formés. Mais la manière dont le soin a été conçu, c'est beaucoup plus dire, bien, OK, peut-être que la médecine moderne n'est pas capable de répondre à cette souffrance-là chez ce patient-là maintenant. Comment je peux continuer de l'accompagner jusqu'à sa mort et de ne pas l'abandonner, le patient. Et on est beaucoup dans cette question d'abandon. Bon, j'ai pris un détour pour répondre un peu à la question. Une des manières qu'on peut faire, quand j'ai commencé à faire de l'aide médicale à mourir il y a 6 ans, à peu près, bien, au Québec, il n'y avait pas d'experts d'aide médicale à mourir. On apprenait tous sur le tas à faire ça, autant les médecins que les équipes. Hein. C'est pour ça que les groupes interdisciplinaires de soutien avaient été créés à la base pour soutenir les équipes. Puis, on a la barrière de la première fois dans chaque équipe, la première fois pour les médecins, mais il faut passer cette barrière-là. Puis, au début, on le faisait un peu en équipe interdisciplinaire, mais des fois, au niveau professionnel, finalement, c'est le médecin qui pousse sur les seringues. Hein. C'est le médecin qui administre l'aide médicale à mourir. C'est son nom qui se retrouve en bas d'un formulaire qui va être jugé par ses pairs à différents niveaux. Alors, c'est important que le médecin se sente à l'aise. Puis, une des manières qu'on croit maintenant en 2021 de le faire, c'est de favoriser le mentorat. Donc, que des pairs plus expérimentés puissent accompagner des pairs moins expérimentés. Puis, c'est une des manières les plus efficaces, probablement, de le faire, parce qu'il n'y a vraiment pas
tant de médecins que ça qui font de l'aide médicale à mourir au Québec. Puis ça, c'était avant même que les cas se complexifient avec les changements récents à la loi. Puis on ne pense pas que ça va courir encore plus au portillon pour faire des aides médicales à mourir. Donc, créer un accompagnement, on croit que c'est une des solutions. Puis, il y a d'autres solutions de formation. Puis, vous avez évoqué la formation que la Fédération des médecins spécialistes du Québec avait mise sur pied. Cette formation-là, présentement, elle n'est plus disponible parce qu'on attend les changements à la loi avant qu'elle soit mise à jour. Parce qu'il y a le changement à la loi fédérale, mais au Québec, on attend une mise à jour de la loi. Puis ça, c'est une des manières de le faire. Des conférences comme ici, c'est plus au niveau du grand public, mais dans on a des revues spécialisées en médecine. Donc, il y a différentes manières de le faire, mais il n'y a rien comme un collègue qui est avec un autre collègue qui accompagne pour montrer aussi. Donc, on demeure quand même une profession où mentor, mentoré, comme à l'époque très, très lointaine d'Hippocrate. On faisait ça de père en fils et en fille. Oui, on fait encore ça un peu de père en fils en médecine au Québec, mais pas à ce point-là quand même. Merci beaucoup. Donc, j'ai une dernière question pour Mme Carignan. Donc, l'équipe de soins doit aussi composer avec ces changements dont on vient de parler dans le protocole de soins. Qu'est-ce qui est mis en place pour soutenir ces professionnels? Donc, je vais être obligée de vous dire que c'est établissement dépendant parce qu'il n'y a pas, oui, le ministère, tu parlais des groupes interdisciplinaires de soutien. Mathieu, dans chaque établissement, il y a un groupe interdisciplinaire de soutien pour soutenir justement les équipes. Puis ça aussi, c'est différent d'un établissement à l'autre. Fait qu'il n'y a rien qui est vraiment fait d'harmoniser ou pour donner du soutien aux professionnels. Fait que c'est chaque équipe, chaque groupe, chaque unité de soins. Nous, chez nous, on va offrir des post-subventions qu'on appelle des réunions après l'aide médicale à mourir pour aider les gens à verbaliser sur ce qu'ils viennent de vivre et à mieux voir comment ils ont fait, comment ils ont participé, puis est-ce qu'il y a des choses qu'ils aimeraient améliorer et s'assurer que personne ne part à la maison avec des problématiques ou qu'ils sauront quoi faire aussi là, si jamais il y a des choses qui ne vont pas. Mais malheureusement, il n'y a pas rien Je dis malheureusement parce que je pense que tout le monde a besoin un peu de soutien. On a besoin de soutien aussi, pas juste dans l'AMM. Hein. On a besoin de soutien pour la fin de vie en général parce que c'est difficile de voir des gens mourir semaine après semaine dans notre pratique. Mais l'aide médicale à mourir, comme c'est encore une nouveauté, hein, 5-6 ans, c'est pas vieux, et c'est quelque chose qui vient heurter certaines valeurs. Fait que, oui, ça serait bien que chaque établissement trouve un moyen d'avoir quelque chose pour soutenir ses professionnels. Mais là, présentement, c'est fait un peu de chacun à chacun et en équipe, on soutient comme on peut. On se serre les coudes. Oui. Avez-vous quelque chose à ajouter? C'est bon? Parfait. Mais vous aviez une deuxième partie à votre question. J'avais une deuxième partie, puis je me disais, je vais regarder un peu l'heure, mais je vais vous la poser. Non, mais je vais vous la poser parce que je me disais, je voulais peut-être passer aux questions du public puis vous la poser pendant les questions du public. Okay. Mais je trouve que c'est effectivement une très bonne question qu'on peut éclaircir tout de suite. L'infirmière en moi veut répondre. Je le sais, là, je l'ai senti. Donc, je me dis, en lien justement avec la formation que vous donnez, quel est le rôle de l'infirmière ou de l'infirmier pour ce qui est des soins de fin de vie? OK. Alors, vous avez dit le mot, puis comme Mathieu en parlait tantôt, ça demeure un soin de fin de vie, l'aide médicale à mourir. Fait que, moi, je vous l'ai dit tantôt, ma vision du soin palliatif, c'est vraiment à partir du moment où on a une maladie grave et incurable, la personne est en soins palliatifs et on doit agir avec elle de cette façon-là. Alors, le rôle de l'infirmière, pour moi, il n'est pas différent du rôle de l'infirmière qui est d'accompagner, de soigner, d'évaluer et de prodiguer des soins palliatifs et de fin de vie. Alors, ce que je vais dire dans ma formation, c'est que vous avez devant vous une personne qui est en soins de fin de vie, qui est en soins palliatifs, avec lequel on doit planifier sa fin de vie, voir ses valeurs, voir ses souhaits, s'assurer de connaître ses peurs, ses préoccupations, pour être en mesure d'amener des interventions qui sont appropriées et de référer
aux besoins à d'autres professionnels qui ont des meilleures compétences que nous pour la problématique en particulier. Mais je trouve que l'infirmière qui est là 24/7 auprès du patient, c'est une des professionnelles, à tout le moins en centre hospitalier, en CHSLD. C'est sûr qu'à domicile, elle est moins là, c'est autre chose, mais qui est là le plus souvent auprès du patient, alors qui le connaît le mieux, qui a beaucoup de confidence, parce qu'à 2 heures du matin, on le sait, c'est l'infirmière qui a les confidences du patient. Elle a un rôle à jouer important, puis j'aimerais, par la formation que je donne, qu'elle prenne ce rôle-là et qu'elle prenne sa place. Si je peux juste ajouter un commentaire, moi, j'ai tendance à dire aussi, puisque les infirmières sont effectivement plus au chevet que le médecin, puis c'est normal. Puis là, c'est mon petit côté avocate teigne qui embarque, c'est que ça va arriver qu'on a certains médecins, puis je le dis vraiment candidement, avec beaucoup de douceur, un peu comme Mathieu le disait, il y a certains médecins qui voient ça beaucoup comme un échec, la fin de vie, et donc eux-mêmes ne veulent pas référer leurs patients en soins palliatifs parce qu'ils disent « mon patient n'est pas rendu là ». Et ça, on l'entend tout le temps. Puis c'est pas méchant, là, mais moi, à ce moment-là, souvent, quand j'interviens en éthique auprès des infirmières, mais je vais dire, bien, vous savez, dans la mesure où maintenant vous avez une loi qui dit que toute personne a le droit à des soins de fin de vie, vous pouvez dire aux patients ou à ses proches, vous savez, si vous avez besoin peut-être d'une consultation en soins palliatifs, vous pourriez la demander au médecin, c'est quelque chose. Donc, en venant de la personne, ça permet l'infirmière joue son rôle, puis le médecin, à ce moment-là, il est sollicité par son patient. Peut-être qu'il va se sentir plus à l'aise. Je ne sais pas, peut-être que je ne me mêle pas de mes affaires, mais c'est un peu comme ça que je le vois aussi au niveau du rôle. Oui, puis c'est d'actualiser son leadership comme professionnel aussi, de dire, ben c'est vrai, tu sais, qu'il y a une loi, puis c'est un droit, d'avoir des soins palliatifs et de fin de vie. Puis l'infirmière, elle a probablement la chance qu'elle, ce n'est pas un échec parce qu'elle n'a pas été formée pour sauver la vie. Elle a été formée pour soigner. Et pour soulager. Puis c'est souvent ça que j'entends de la part des infirmières qui participent à l'aide médicale à mourir, participer dans le sens d'accompagner le patient puis parfois le médecin, c'est que j'ai l'impression que je fais ce pourquoi je suis professionnelle de la santé, parce que je soulage et je soigne une souffrance. Super. Merci beaucoup. Merci pour vos échanges fort intéressants. Je passe maintenant la parole à Jérémy Desport pour les questions du public. On va l'entendre en voix off. À toi, Jérémy. Oui, merci beaucoup, Lindsay, et bonsoir à vous trois. Donc, l'ensemble des questions que nous avons reçues de la part de nos participants recoupe parfois certaines des explications que vous avez données. Je vais vous les adresser quand même pour certaines personnes qui nous rejoindraient peut-être au cours de la soirée. Donc, la première question que j'aurai pour vous, qui s'adresse à tous les trois, donc je vous laisse le choix d'y répondre. Si une personne n'est pas capable ou n'est plus capable de donner son accord pour l'aide médicale à mourir, est-ce qu'un proche peut le faire à sa place? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Donc, la réponse courte, c'est non. La réponse un peu plus longue, c'est si les démarches, on l'a évoqué un peu, si les démarches ont été faites puis qu'elle perd son aptitude une fois que les évaluations sont faites et qu'on a fait un contrat avec elle, effectivement, on pourrait à ce moment-là avoir l'aide médicale à mourir. Il faut comprendre que le rôle des proches dans l'aide médicale à mourir, les proches n'ont aucun pouvoir décisionnel à aucun moment que ce soit. En fait, même comme médecin, on doit s'assurer que le consentement soit libre et éclairé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression des proches pour que le patient demande l'aide médicale à mourir. Et donc, les proches ont un rôle énorme dans l'accompagnement, mais pas au niveau de la décision de l'aide médicale à mourir. Ceci étant dit, il y a quand même des décisions qui se prennent par un individu avec son médecin, mais il y a aussi beaucoup de familles qui prennent des décisions en clan. On l'a vu dans le film, on a dit que c'est la famille qui prend la décision. Mais je pense que si on le précise en droit clair, là, il n'y a pas de consentement substitué possible. Dans toutes les autres situations de soins, on sait que s'il nous arrive quelque chose, on va aller voir un membre de notre famille, un proche, pour dire qu'est-ce que cette personne-là aurait voulu, etc., etc. C'est pas possible en aide médicale à mourir, sauf, comme l'explique Mathieu, dans la mesure où la personne avait
compléter les autres démarches, les critères et tout ça, à ce moment-là, c'est de l'entente avec le médecin. Puis ça va se poursuivre en disant à la famille, bien, on va poursuivre. C'est pas comme si on allait chercher un consentement. Merci. Bien, la prochaine question, justement, qui nous est adressée par Mme Larose, recoupe un peu sur les propos que vous avez donnés, puisque la question était la suivante. Est-ce que la famille peut empêcher son proche d'avoir accès à l'aide médicale à mourir? C'est tellement non la réponse que la loi prévoit spécifiquement que la famille n'a pas à être informée que le patient demande d'aide médicale à mourir. Et moi, ça d'ailleurs, je le dis bien candidement, quand j'avais lu cette partie-là de la loi, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise parce que je me disais, hey, on est en train de changer quand même un soin important et grave. Déjà que comme société, comme tu disais très bien, on a de la misère avec la mort. Puis là, tout d'un coup, ben moi, je décide que j'ai l'AMM. Je veux l'AMM. Vous ne le dites pas à ma femme, ni à mes enfants, ni à personne. Ouf! Fait que, ouf. Ouf, et ça heurte énormément les professionnels de la santé. C'est très difficile quand ça arrive à gérer une situation comme ça où la personne ne veut absolument pas que sa famille soit au courant. Là, c'est vraiment tout un travail interdisciplinaire des professionnels de la santé pour pas nécessairement faire changer d'idée la personne, mais d'essayer de voir est-ce qu'elle le fait pour les bonnes raisons. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que la personne ne veut pas en parler à sa famille pour les protéger. Puis à partir du moment où elles comprennent que c'est peut-être pas nécessairement ça fait des deuils de pathologiques, protéger, ça fait des deuils pathologiques. Ça ne protège pas nécessairement le reste de la famille. Puis on l'a vu à quel point dans le film, les filles étaient contentes d'être avec leur mère à la fin et d'assister à l'aide médicale à mourir, au suicide assisté dans leur cas, mais que c'est les situations, en tout cas, moi, les situations que j'ai eu à vivre où il y avait une demande du patient de ne pas aviser la famille, l'équipe interdisciplinaire a vraiment discuté avec la famille, puis c'était vraiment des raisons qui étaient, on veut protéger les enfants, puis c'était pas vraiment, quand ça a été discuté, la décision a été prise qu'on avisait la famille. Puis on le voit vraiment dans le film. Hein. Le deuil, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Puis c'est sûr que, je reviens un peu avec la culture, mais si on a occulté la mort tout au long du parcours, puis des fois, c'est plus facile de dire je vais cacher l'éléphant dans la pièce jusqu'au fait que je vais faire mon aide médicale à mourir dans mon coin, puis je n'aurai pas à subir le deuil de mes proches non plus. Puis on le voit avec la fille qui veut appeler le 911 pour empêcher ça. Ça fait partie de la négociation de notre deuil. Hein. Puis les médecins ont parfois tort, puis ça, je l'ai entendu et je l'entends quotidiennement. On va avoir 6 mois de plus. C'est ça. Donc, la négociation pour pouvoir le faire. Donc, l'aide médicale à mourir, comme on a dit, qu'est-ce qui est très particulier, c'est le temps. Toute la relation au temps. Hein. Typiquement, avant qu'on avait le 10 jours de délai entre le moment de la signature et le moment de l'aide médicale à mourir, comment ça se passait, c'est que les patients trouvaient ce temps-là trop long et les familles trouvaient ce temps-là trop court. Et donc, là, maintenant, ce délai de 10 jours n'existe plus du tout. Donc, théoriquement, quelqu'un qui demanderait l'aide médicale à mourir pourrait rapidement avoir le soin dans les jours suivants parce qu'il faut quand même des visites médicales, au moins quelques visites médicales là, pour s'assurer de la persistance de la volonté et des symptômes. Mais on voit que toute cette relation au temps est primordiale. Puis la famille, justement, hein, c'est ça qu'on dit, les soins palliatifs, on les demande souvent trop tard. Alors, on n'a pas le temps de travailler avec le patient et la famille pour vraiment favoriser un décès le plus paisible possible et le plus serein. Puis, l'aide médicale à mourir, c'est la même chose. Quand on voit que les aides médicales à mourir sont demandées à la dernière minute, puis on dit, là, venez-vous-en parce que grand-papa, c'est la dernière fois que vous allez le voir. Puis, ça tombe comme une... C'est ça. C'est ça. Mais pour protéger les patients, parce que c'est un contrat entre le médecin et son patient, c'est vraiment... les familles n'ont pas leur mot à dire pour... et insister pour que le patient le reçoive et empêcher le patient de le recevoir. C'est ça. Exact. Une question, je pense, qui s'adresse peut-être un peu plus à vous, Maître Roig. La personne ne s'identifie pas. Est-ce que le critère apte à consentir concerne le moment de la demande ou également le moment de l'administration de l'acte? Tout au long. Le principe, c'est tout au long.
mais sous réserve, comme on explique, sous réserve au moment de l'administration, si, bien, en fait, si on prévoit, des fois on le sait, là, la personne commence à être confuse ou elle a besoin de soulagement de la douleur tellement important qu'elle a des états de somnolence ou autre, techniquement, en droit, elle serait alors inapte à donner un consentement au moment de faire l'injection. C'est dans ces situations-là qu'il va y avoir une entente entre le médecin et son patient, si le patient le demande, là, pour dire, bien, écoutez, on va s'entendre entre nous pour que, au moment où, à l'administration, vous tombiez inapte, on va pouvoir procéder quand même. Mais je ne pense pas que s'il tombait inapte dans les quelques jours avant, Oui. Ben, aussi, mais il faut que ça soit prévu. Il faut que ça C'est soit ça. prévu. Donc, ça prend une bonne discussion. Il faut qu'au moment de C'est ça. l'évaluation, que le médecin et le patient discutent C'est ça. et que le consentement, le renoncement au consentement, c'est écrit. Exact. C'est une C'est ça. C'est un C'est une document signature. écrit. Mais là, il va y avoir un formulaire à Il va y part. avoir un formulaire. C'est ça. Il va y avoir un nouveau formulaire là-dessus. Exact. Fait que c'est au moment où le médecin dit au patient, à la personne, oui, vous êtes éligible, puis s'il y a une discussion avec si la personne devient inapte en cours de route, bien, ils peuvent signer le consentement qu'au moment de l'administration, si elle est inapte, elle peut quand même recevoir. Le recevoir. C'était d'ailleurs une des recommandations du comité d'experts Ben, sur c'est les ça. aptitudes. C'est ça. Mais ce consentement-là a un temps limite, là, Oui. c'est 90 jours. 90 jours. Puis c'est seulement pour ceux dont la mort est raisonnablement prévisible. Exact. C'est ceux dont en fin de vie. Là, C'est plus. pas pour ceux qui demanderaient ça. C'est pas pour en ceux prévision d'une inaptitude. que la mort naturelle est non raisonnablement prévisible. Exact. Puis de manière très concrète, je ne veux pas porter d'intention à la personne qui a posé la question, mais souvent, derrière cette question-là, c'est est-ce que quelqu'un peut faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir? Donc, la personne apte qui va demander de recevoir de l'aide médicale à mourir, advenant qu'elle perde son inaptitude, par exemple, dans un cas de démence, trouble neurocognitif. Puis ça, au Québec, à l'heure actuelle, le 4 novembre 2021, la réponse, c'est non. Mais il y a des travaux qui sont en train, en fait, tant au niveau québécois qu'au niveau canadien, il y a des groupes qui se penchent sur cette question-là, là, des groupes de parlementaires ou des comités de travail. Parfait. Ben, vous répondez à une autre question qui a été posée, donc c'est formidable. C'est un devin. Tantôt, on parlait donc justement d'ajustement au niveau de la loi de l'aide médicale à mourir. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement quels sont les principaux changements qui sont en cours de réflexion actuellement? Les inaptes, les mineurs, puis les troubles de santé mentaux. Exact. Donc, ça, c'est les 3 gros chantiers qui s'en viennent. C'est des gros chantiers en peu de temps. Oui. Tu sais, je veux dire, on est là après 6 ans, puis de dire, à partir déjà de maintenant, on est en train de réfléchir aux troubles de santé mentaux et tout ça. Puis, c'est sûr, on en parlait pendant la pause un petit peu pour voir entre nous où on se situait aussi, mais... tu sais, je reviens à mon intervention d'introduction. Il ne faut jamais que ce soit le soin faute de mieux. Là où on sait qu'il n'y a pas assez de sous investis puis qu'il y a un accès vraiment inéquitable au niveau des soins, c'est en santé mentale. Puis la santé mentale, c'est aussi problématique parce que c'est pas une pilule qui marche puis c'est géré. C'est plusieurs essais thérapeutiques, c'est des interventions comportementales aussi, où la personne doit collaborer à son soin. Tu sais, je veux dire, on parle de collaboration, de partenariat patient et tout ça. C'est sûr, dans n'importe quoi, le patient, il doit collaborer. S'il ne s'aide pas, il y a des limites à la médecine. Mais en soins, en santé mentale, je pense que c'est encore plus essentiel parce que tu peux aller en thérapie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et ne pas beaucoup voir de changement au quotidien, alors que quelque part, on sait que ça a une utilité. Donc, de prévoir l'aide médicale à mourir pour des gens qui ont seulement des troubles de santé mentale, c'est un gros pas. Je ne dis pas non. Honnêtement, je ne suis pas contre, mais je veux vraiment qu'on y réfléchisse. Puis si je peux me permettre tout de suite de mettre un pavé dans la mare, c'est que
il y a beaucoup de gens qui ont, les écrits, les gens qui ont mis des rapports par rapport à notamment la notion de santé mentale, qui ont dit, bien, on va, comme protection, on va exiger que les personnes qui demandent l'AMM pour des troubles de santé mentale aient démontré qu'ils n'ont pas eu de résultats significatifs d'amélioration pendant 2 ans de traitement. Puis là, il se trouve bon de dire ça. Je ne dis pas que c'est pas bon. Là. Je suis un petit peu bête des fois. Mais on ne l'exige pas pour les personnes en santé physique. On n'exige pas que les gens aient essayé les soins palliatifs avant de s'en aller demander l'AMM. On a même spécifiquement dit qu'un refus de soins ne peut pas être une raison pour laquelle une personne n'aurait pas droit à l'AMM. Et le refus de soins, ça fait partie de la dynamique en santé mentale. Donc, c'est un gros... Il faut vraiment bien le réfléchir. Il faut pas, je pense qu'il ne faut surtout pas le voir juste par rapport à l'autonomie. Je pense qu'il faut le voir vraiment, là, c'est l'éthicienne qui parle, là, mais par rapport à la bienfaisance, par rapport à d'autres valeurs qui sont importantes de protection de la personne et d'équité. Il va falloir investir massivement puis démontrer que la personne, c'est pas parce qu'elle n'a pas jamais eu accès à des bons soins que maintenant elle demande l'AMM. Ça devrait être le cas en santé physique aussi par ailleurs, mais c'est ça. Puis je pense que qu'est-ce qu'on peut voir, en fait, c'est que les défis, c'est pas tant des défis au niveau conceptuel. Est-ce qu'on devrait accepter que les personnes qui sont inaptes puissent demander avant d'avoir une aide médicale à mourir? Est-ce que les personnes avec des troubles de santé mentaux vont pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir? C'est vraiment des défis d'opérationnalisation. Oui, c'est aussi difficile à faire qu'à dire. Donc, on voit que c'est vraiment le diable est dans les détails. Puis, vous avez compris que c'était déjà complexe, l'aide médicale à mourir, pour les gens qui ont des maladies à pronostic bien défini, en fin de vie, qui souffraient de manière consensuelle. Ça a été difficile pour la société en général d'accepter ça. Puis là, on arrive avec des défis qui sont immenses en complexité. Et donc, un des défis majeurs, ça sera qui va prendre en charge ces demandes-là d'un point de vue médical, parce que présentement, c'est déjà difficile dans plusieurs régions du Québec de trouver des médecins pour les patients qu'on a en aide médicale à mourir. Puis là, ça va demander des expertises nettement plus pointues. Qui pourraient être utilisées pour des soins. Tout à fait. Et non juste pour l'AMM. C'est une question de priorité. Si la société priorise l'accès à l'aide médicale à mourir, ça veut dire que forcément, il y aura des soins ailleurs qui ne pourront plus être offerts. L'autre dossier aussi en parallèle avec ça, c'est les gens qui sont atteints de handicap. Il y a une ouverture plus grande dans le reste du Canada qu'au Québec là-dessus. Et donc, on a moins ce débat-là au Québec présentement, mais si n'importe qui va un peu sur les réseaux sociaux, là, il y a vraiment des personnes très volubiles sur Twitter, entre autres, pour expliquer à quel point elles se sentent discriminées et que, dans le fond, la mort, pour eux, est mieux que vivre avec leur handicap parce qu'ils n'ont pas accès. Et donc, il y a même un article qui est paru hier ou avant-hier qui dit, dans le fond, ben moi, si j'avais de l'argent, je ne demanderais pas l'AMM. Parce que cette personne-là est atteinte d'un handicap. Je n'ai pas eu le temps de tout lire l'article, là, mais elle est atteinte d'un handicap qui fait qu'elle aurait besoin, par exemple, de plus de physiothérapie, d'une rampe d'accès, de ci, de ça, et elle n'a pas les sous pour se le payer. Et donc, ce qu'on lui dit, c'est, ben finalement, toi, tu serais une bonne candidate pour l'AMM. Il faut y penser. Ben justement, je rebondis sur cette question-là parce qu'on a une personne qui nous propose une question qui peut être peut-être difficile à poser, mais je la pose quand même. Est-ce que par rapport au regard de tous les bénéfices, donc justement de la loi sur l'aide médicale à mourir, on a possibilité de pouvoir évaluer le nombre de suicides éventuellement par rapport à des personnes qui sont handicapées ou lourdement affectées et qui ont pu bénéficier de l'AMM et qui ont du coup diminué le nombre de suicides au Canada? Au Québec, moins, probablement. Ça serait plus difficile à quantifier que dans le reste du Canada, je ne sais pas. Tout à fait. Je pense qu'on est capable d'avoir des données. Je ne serais pas capable d'avoir des données assez précises pour pouvoir dire que si oui ou non, ça a eu un impact réel sur le nombre de suicides. En fait, il y a un des grands sujets qu'on n'a pas discuté, c'est les suicides après les refus d'AMM. Ouais. Puis ça, bon, c'est un autre sujet parce que on parle comme si c'était un peu dans le film, hein, comme si c'était fait, puis tout ça, mais
il y a quand même plusieurs personnes qui voient leur demande d'aide médicale à mourir refusée. C'est des situations qui sont extrêmement souffrantes. Hein? D'une certaine façon, c'est comme si on ne reconnaissait pas la souffrance du patient. Donc, je ne sais pas si cette situation-là a été analysée, puis je n'ai pas connaissance dans les autres législations si ça a été analysé comme tel sur l'impact sur le suicide. Ce qu'on voit, par contre, c'est que le fait d'avoir légalisé l'aide médicale à mourir ne semble pas avoir d'impact sur le suicide de la population en règle générale. C'est pas comme si on cautionnait le suicide au niveau collectif. Ces chiffres-là, on n'a jamais démontré que ça avait un impact là, sur... Si je me souviens, à l'époque, quand on avait les premières données des États-Unis avec l'Oregon et tout ça, il y avait démontré que... Et puis là, je peux me tromper, là, mais il me semble qu'il y avait quelque chose qui disait quelque chose comme les gens ont la prescription et ne l'utilisent pas. Donc, il n'y avait pas eu une augmentation du suicide là non plus, ou à ce moment-là, c'était davantage aide au suicide là, dont il était question. Merci. Bien, écoutez, on aurait peut-être une dernière question, une question qu'on a abordée ensemble avant justement le début de la soirée que je voudrais vous apporter parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui se la posent. On parle beaucoup justement de la souffrance des patients qui en viennent donc, à l'AMM pour abréger donc, leur calvaire. Et la famille finit par accepter finalement, des fois facilement, des fois plus difficilement, donc cette décision-là. Mais existe-t-il un soutien psychologique pour les personnes qui restent? Il devrait. Il devrait. Il devrait. Il Puis devrait. je dis pas qu'il n'y en a pas. Puis ça revient peut-être à ce que tu disais. C'est tellement à géométrie variable, le soutien offert par les établissements. Mais il devrait. C'est ça, parce qu'on va soutenir la personne pendant qu'elle est là, pendant qu'elle est sous nos soins, soit qu'on soit par l'équipe de soins à domicile, en CHSLD ou en milieu hospitalier, mais à partir du moment où la personne est décédée, bien, cette famille-là n'est plus sous nos soins. Alors, le suivi de deuil se fait pas ou se fait moins. Il y a des intervenants qui vont... faire un appel à la famille 2-3 semaines après pour voir comment les choses se sont passées ou comment ça va. Par contre, on va référer à des ressources. Il y a des organismes communautaires qui donnent du soutien de deuil. Il y a certaines entreprises funéraires qui ont des programmes de soutien de deuil, des rencontres de groupe, tout ça. Alors, les professionnels de la santé vont référer, vont donner l'information aux familles. Alors, il y a des choses qui se font au Québec sur le suivi de deuil, mais pas au niveau hospitalier, pas dans le réseau là, comme tel. Je pense que ce que j'aime de votre question, moi, c'est... Puis j'aime ça que vous l'ayez amené comme ça, c'est qu'il y a des gens qui pensent que parce que c'est l'aide médicale à mourir, il n'y en a pas besoin. Parce que c'est donc bien beau, puis c'est donc bien ci, puis hein. Ouais. Mais un deuil reste un deuil. Un deuil reste un deuil. Même si Une mort reste une mort. une mort reste une mort. Oui, en général, c'est plus doux, c'est plus serein. Plus serein. Peut-être. Parce qu'on prend plus le temps d'expliquer. Dans une vraie démarche palliative, ça serait expliqué, mais vous savez comme moi que ça aussi, c'est à géométrie variable. Tout à fait. Mais les râles de fin de vie, tu disais tout à l'heure, il y a des gens, moi je me souviens, ils disaient, coudonc, c'est plus long qu'on pensait mourir, pas en AMM, là, mais dans une mort plus traditionnelle. Mais une fois qu'on explique le délirium de fin de vie, les râles, qu'est-ce que ça veut dire, tel signe et tout, qu'il y a quelqu'un qui fait un accompagnement, ça peut rester serein aussi. Mais là, on a fait comme un peu comme si c'était opposé. Il y a la bonne mort qui est bien, qui est l'AMM, qui est cute, puis que tout le monde est content, puis il y a toutes les autres. Ben non. Nous, je pense qu'on est assez d'accord que, il y a toutes sortes de morts, il y a toutes sortes de deuils, il y a toutes sortes. Puis il doit y avoir une équité, là. Oui. C'est pas parce que tu demandes de l'aide médicale à mourir qu'on dévoile le tapis rouge, puis on déroule le tapis rouge, puis que les autres à côté n'ont pas les services, là. Faut garder l'équité. Il faut garder l'équité dans les soins qu'on donne.
parce qu'on parle de l'aide médicale à mourir, puis là, on en parle beaucoup, hein, ça prend beaucoup de place parce qu'on voit les soins de fin de vie, puis on voit l'aide médicale à mourir en gros. Alors, c'est pas tout à fait ça. Hein, c'est minime. 3,3 % des décès Exact. au Québec, Oui, l'aide médicale à mourir. C'est vrai qu'on peut pas les mettre en opposition, la bonne mort puis la moins bonne mort. Un décès, quand ça se passe bien, peu importe comment ça se passe, c'est une expérience qui va faire grandir les familles. Pas nécessairement dans l'immédiat, mais c'est ça le deuil. Hein? C'est de comment apprendre à vivre avec la personne qui n'est plus à mes côtés physiquement, mais qui est encore en moi et avec moi autrement. Puis c'est un travail. Puis le premier deuil, c'est au niveau de la personne. Hein? Dans le film, pour revenir au film, la protagoniste principale disait, quand j'ai appris à arrêter de penser à ma mort, j'ai commencé à pouvoir vivre. Oui. Puis effectivement, on disait aussi, moi je dis souvent, les gens voient fin de vie, voient le mot fin, moi je vois le mot vie. Il reste de la vie même dans la fin de vie. Puis ça peut permettre des moments qui sont extrêmement glorifiants au point de vue humain pour la personne et pour la famille. Mais un deuil reste un deuil. Exact. Puis ce qu'on sait, c'est que les deuils de l'aide médicale à mourir sont un peu différents, mais ne sont pas plus pathologiques, ne sont pas plus difficiles. Mais comme je disais, le rapport au temps, hein, vous pouvez vous imaginer, là, vous avez ça dans votre agenda. Mercredi 11 heures, c'est ça. Maman va mourir. Puis là, c'est écrit, là. C'est quelque chose de très concret. Là. Puis pour revenir un peu, puis vous laisser sur cette image, c'est un des premiers qui a raconté l'expérience, comment il avait vécu l'expérience de sa femme qui avait le médicament à mourir. Il disait qu'une journée, il est arrivé dans le frigo, puis il avait pris une pinte de lait, puis il avait vu que la pinte de lait expirait plus tard que sa femme allait décéder. OK. Et donc, le choc que la vie continue quand même malgré la mort, bien, ce choc-là, il est universel, peu importe la mort. Peu importe la mort. Puis c'est là que l'importance des professionnels de la santé à soutenir le patient puis les familles, mais les familles, dans ce cas-ci, pour les préparer à ce deuil. Si on peut préparer quelqu'un à perdre sa mère, à perdre son père, à perdre son conjoint, là, à perdre son enfant, c'est difficile à faire, mais au moins de les préparer. Puis si on peut dire une chose ce soir au grand public, c'est parler de la mort. Parler. Elle va arriver, qu'on le veuille ou non, la maladie, la vie est une maladie grave et incurable, mais si on en parle en famille, si on se dit les vraies choses, si on parle de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de ce qu'on souhaite, ben ça va être beaucoup plus... En tout cas, ça va peut-être être plus facile quand le moment va ça peut pas arriver. être pire. Ça peut pas être peut pire. pas être pire. C'est toujours difficile de perdre quelqu'un qu'on aime. Il y a quelqu'un qui me disait hier, ta mère, elle meurt juste une fois. Fait que même si tu es préparé, mais au moins si on en parle, puis quand on arrive à prendre les décisions pour cette personne-là, si on sait ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle aimait, qui elle était comme personne, bien, ça déculpabilise, puis ça nous aide à prendre les décisions. Parfait. Bien, écoutez, il y aurait d'autres questions, mais je pense que le temps file. Donc, la dernière chose que je vous demanderais, c'est est-ce que vous pouvez peut-être nous recommander des endroits où nos participants pourraient trouver des informations pour en apprendre davantage, justement, sur l'aide médicale à mourir, parce qu'on a encore beaucoup de questions qui nous rentrent, comme notamment, est-ce qu'on peut décider du lieu? Est-ce que ça peut se passer à l'hôpital ou à la maison? C'est quoi les démarches donc du début jusqu'à la fin pour l'administration donc de l'aide médicale à mourir. Donc je pense qu'il y a énormément de questions et puis qu'on pourrait parler encore comme ça pendant très longtemps. Donc si vous aviez peut-être des références sur lesquelles donc on pourrait renvoyer nos participants, je pense que ce serait très apprécié. Bien, le site du Le gouvernement site du du ministère, Québec. c'est ça? Le site du gouvernement du Québec, Oui. Aide médicale à mourir Québec. On tombe sur les sites du gouvernement qui sont très clairs et Qui sont écrits pour le public, mais dans chaque établissement aussi, la loi exigeait que chaque établissement ait des programmes cliniques, des politiques de soins de fin de vie, et ça doit être accessible au public. Fait que sur les sites des établissements de santé, de chaque établissement, on est capable de retrouver quelle est la politique des soins de fin de vie de l'établissement et quel est le programme clinique. Puis le programme clinique inclut les services qui sont offerts alors dans l'établissement. Fait que ça aussi, c'est un moyen de trouver l'information. Et bien sûr, les professionnels de santé qui sont impliqués, le médecin qui nous suit, l'équipe,
de soins est capable de répondre aux questions. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de leur demander. Et quand on entend souvent, ben, le médecin est bien trop occupé, je ne peux pas lui demander ça. Ben, le médecin il est occupé à prendre soin de vous. Fait que répondre à vos questions, ben, c'est une tâche du médecin. Es-tu d'accord avec moi, Mathieu? Moi, un livre, moi, qui m'a... puis que c'est pas par rapport à l'AMM, mais plus par rapport aux soins et tout ça, c'est Être mortel de Atul Gawande. C'est le livre où comme tu vois la perspective du médecin, tu vois la perspective des soignants, tu vois la perspective du fils par rapport au père, toute la dynamique dans le vieillissement, le fait d'être malade, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, je pense que des fois, il y a des livres comme ça, puis il y en a sûrement d'autres, là, c'est parce que j'ai pensé à lui, mais Hubert Doucet a écrit des livres merveilleux, puis on a plein de nos collègues qui ont écrit des trucs, mais qui nous permet de commencer à réfléchir pour soi à notre propre finitude, puis de quoi j'aurais le goût de parler avec mes proches pour préparer. Donc, ouais. Merci, ce qui conclut la période de questions. Puis, Lindsay, la parole est à toi. Merci, Jérémy. Donc, ceci clôt. Malheureusement, je pense qu'on aurait pu rester ici pendant encore des heures, la conférence de ce soir. J'espère que vous avez aimé et que vous en ressortez avec une compréhension plus complète de l'aide médicale à mourir et surtout des soins de fin de vie. C'est ce que je comprends aussi. Donc, vous recevez à l'instant dans vos courriels un lien vers un court sondage. Je vous remercie d'y répondre afin que nous puissions vous proposer du contenu qui continue de vous intéresser. Aussi, j'aimerais remercier nos invités, donc Mme Maryse Carignan, Dr Mathieu Moreau et Maître Roig, Delphine Roig. Elle m'a dit comment prononcer son nom. Donc, merci pour votre générosité et la richesse de vos échanges. Je pense que c'est très, très apprécié. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, je remercie aussi notre partenaire d'affinité TD Assurance qui nous aide à soutenir les activités du réseau. Je tiens aussi à remercier le groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal pour un travail impeccable à la technique ce soir. Et finalement, l'équipe du réseau qui est là avec moi ce soir, Jérémy Desport, que vous avez entendu. Mais aussi, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu, mais il y a Virginie Mesguich qui répond à vos petites questions dans le question-réponse. Donc, merci Virginie. Merci encore de vous être joints à nous ce soir et à bientôt.